ils sont là ce matin, il faut le préciser, ils sont toujours là tous les matins. À ma droite, Bertrand Tatinda qui est de retour de Yaoundé. Bonjour et bienvenue à vous. Ah bonjour, je suis très content d'être là, oui, de retour de Yaoundé. Ça fait plaisir de retrouver DBS, 5 millions de téléspectateurs, bonjour à eux de nous suivre. Et merci pour de m'avoir invité une nouvelle fois. Ça s'est bien passé à Yaoundé? Ben ouais, ça s'est bien passé à Yaoundé. Bon, on parlera en off. Quand Yaoundé vit, il paraît que le Cameroun respire. Ah oui, c'est ce qu'on a entendu. Si Yaoundé vit, le Cameroun... Sauf que le préfet, véritablement, est clair, M. Tila. C'est-à-dire que les Camerounais ont complètement relâché les mesures barrières. Les Camerounais s'en foutent, ils sont indisciplinés. Et bien, le préfet a décidé de prendre le bâton. C'est-à-dire que chacun doit avoir son masque dans un espace public. Chacun doit respecter la distanciation sociale, se laver les mains. Il promet même des arrestations moyennant l'achat d'un masque. Donc on va voir comment ça va se passer. On va voir justement comment ça va se passer. On nous a dit qu'à partir de lundi prochain d'ailleurs, sinon vous serez arrêté, bien sûr vous allez payer au moins une amende entre 500 et 2000 francs CFA. À ma gauche, Paul Nken est également là ce matin. Paul Nken, bonjour, bon début de week-end et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ngos, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous vos milliers de téléspectateurs qui de plus en plus comprennent que votre chaîne mérite d'être suivie, surtout tous les matins, parce que l'émission que vous présentez commence à marquer les esprits. Je tiens à demander à tous ceux qui ne connaissent pas encore, ou en tout cas ceux qui connaissent bien cette émission, de bien vouloir inviter d'autres personnes à la suivre. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces personnes qui nous regardent d'ailleurs tous les matins. Éric Pépin Bikaï, le jeune en tout cas de cette troupe ce matin, c'est lui. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à l'ensemble de mes compagnons, surtout à l'ensemble de mes aînés qui sont sur le plateau. On apprend toujours d'eux et on a toujours appris d'eux. C'est quand on est au milieu des aînés qu'on apprend vite. Rapidement, on disait camarade. Mais ce matin, je voulais également adresser un coup de gueule par rapport à la mesure du ministre de la Santé, notamment à la fermeture d'une clinique de la place. Voyez-vous, on a comme l'impression qu'on joue au chat et à la souris concernant cette maladie sur ce plateau. Si on avait eu l'occasion de dire que on avait eu comme l'impression qu'au début de cette pandémie, certains de nos compatriotes voulaient s'enrichir. Et ils voulaient s'enrichir sur le dos des pauvres Camerounais qui ont déjà de la peine à payer leurs factures. Vous voulez parler déjà de cette histoire? Ne vous inquiétez pas, c'est le sujet. Okay. On va en parler dans un instant. Je vais vous montrer une chose extraordinaire. Lorsqu'on va commencer notre propos, vous imaginez une facture de 20 millions de francs. Voilà. Pour une seule personne. J'ai anticipé dans ta pensée. Messieurs, c'est le sujet de ce matin. Avant d'entrer justement dans notre second sujet. Covid-19, la clinique Marie-O et le scandale hors de prix. Après plusieurs scandales enregistrés au sein de cette structure hospitalière appartenant au docteur Roger Ngoula, le ministre de la Santé publique du Cameroun a ordonné sa fermeture. Le syndicat des médecins est monté au créneau. Eh bien, il faut préciser par ailleurs que la clinique Marie-O se trouve du côté de Bali, ici même dans la capitale économique, Douala. Une décision qui intervient après le décès le 11 mai dernier d'un septuagénaire, dit-on, atteint du Covid-19. Mais lorsqu'il entrait dans cette institution hospitalière, il faut préciser par ailleurs que pour les membres de sa famille, il n'était pas du tout atteint de cette maladie et qui était interné d'ailleurs au sein même de cette structure hospitalière. Les coûts jugés onéreux, on parle bien sûr de 1 million de francs CFA de caution de la mise en charge, il faut le dire, de la prise en charge. Alors avait été suscité le courroux de la famille, a suscité le courroux de la famille du défunt, créant un scandale dans cette formation sanitaire. Un scandale qui intervient après un autre pour lequel cette même structure adressait une facture de 6 millions de francs CFA à ses patients. Informé de la situation, Manabouda Malachi, le ministre camerounais de la Santé publique, avait alors adressé le 6 mai dernier, il faut le dire, une lettre aux dirigeants de cette structure hospitalière pour voir plus clair. Aucune réponse n'a été justement servie au ministre jusqu'à ce vendredi. Le syndicat national des médecins du Cameroun, Sinamec, s'insurge contre cette fermeture qu'il qualifie, il faut le préciser, d'arbitraire. Mais si notre réalisateur est avec nous encore ce matin, j'aimerais vous montrer justement cette facture, il faut le dire, et je vous montrerai cette facture. Il faudrait que tous nos téléspectateurs voient cette facture, on espère la voir sur les antennes ce matin. Une facture, je vais vous dire, évaluée à plus de 14 millions de francs CFA. Et ces patients pourraient mieux l'agrandir. Si vous regardez au plus bas d'ailleurs, vous allez voir que c'est une somme de 14 419 238 francs. Et la caution est évaluée, il faut le dire,
Elle, à elle-même, à elle seule, caution versée 5 500 000 francs CFA. Et c'est signé du gestionnaire. Messieurs, quelqu'un me disait hier matin que même la dot ne coûte pas aussi cher. Vous regardez bien, Polyclinique Marie-O. Vous voyez bien sûr la date. Nous sommes là le 7 mai 2020. Et c'était signé Dr Ngula. Regardez très bien cette facture. Je vous rappelle, elle est évaluée à 14 419 238 francs. Et la caution qui a été versée est de 5 500 000 francs CFA. Réaction Bertrand Tatinda? C'est difficile. Je ne suis pas gestionnaire de clinique. Je ne suis pas ministre de la Santé. J'ai jamais été dans cette clinique. Mais disons tout simplement que quand on regarde la facture, on n'a pas pu lire, comment je vais dire, que les différentes rubriques pour voir à quoi équivalaient évidemment ces 14 millions. On a du mal à se prononcer. Le ministre explique avoir envoyé, comment je vais dire, une note explicative. Je crois que c'est là où le bas blesse. Il aurait fallu que les responsables de cette clinique répondent au ministre et apportent un certain nombre d'éclaircissements. Cette facture de 14 millions, il souffrait de quoi? Vous savez, la médecine de qualité, il faut le dire aux Camerounais, la médecine de qualité coûte cher. C'est-à-dire que former un médecin généraliste, c'est déjà, comment je vais dire, bac plus 6. Former un spécialiste, comment je vais dire, ça dépend, un spécialiste, un neurologue, un cardiologue, un pneumologue, ça va chercher dans les bacs plus 12 et ça coûte relativement cher. Donc, à partir de là, quand vous avez un certain type de pathologie, il faut pouvoir, on peut vous apporter, comment je vais dire, que du réconfort et même de la guérison à partir d'un certain type de soins, et la clinique doit avoir un certain type de matériel. À quoi équivaut ces 14 millions? Quelles sont ces cautions de 5 millions? Pourquoi, effectivement, ceux qui ont donné cet argent n'ont pas attiré l'attention, comment je vais dire, que les autorités publiques et ont donné, en quelque sorte, cet argent? Est-ce que les cliniques, en fait, sont comme les avocats? Est-ce qu'elles ont une obligation de résultat? C'est-à-dire que quand vous avez un problème, vous prenez un avocat. Est-ce qu'il y a obligation pour l'avocat de vous faire gagner le procès? Est-ce que quand vous allez à l'hôpital, il y a obligation, en fait, de recouvrer la santé moyennant l'argent que vous avez donné? C'est très compliqué cette histoire, il faut en voir plus. Les chiffres sont relativement élevés. Je suivais le responsable et le directeur, enfin le promoteur de cette clinique, le docteur Roger Ngoula, qui expliquait que on a fermé la clinique jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire qu'une façon de lui donner encore, entre guillemets, le temps de pouvoir relativement s'expliquer. Et ça montre déjà la détermination du ministre et même la détermination des pouvoirs publics de pouvoir mettre fin à un certain type de pratique qui devenait relativement assez embêtant. On ne sait pas trop combien coûte, comment je vais dire, que une consultation pour le paludisme. On ne sait pas trop quand vous y allez en quelque sorte pour une tuberculose. On ne sait pas trop, je ne sais pas si une femme va là-bas pour des myomes. C'est un peu chacun qui fixe son prix en fonction, comment je vais dire, que du prestige de la clinique ou bien soi-disant en quelque sorte des soins et des spécialistes engagés dans la clinique. Ça mérite en quelque sorte une véritable enquête. L'ordre des médecins, le syndicat national des médecins du Cameroun crie à l'arbitraire, c'est normal, c'est la corporation, elles essayent de défendre en fait un des leurs. Oui. Or, ça, il faut dire que la fermeture a été en quelque sorte effectuée par le préfet, c'est-à-dire que c'est quelque chose relativement d'assez sérieux, parce que un préfet qui descend sur la place, mettre des scellés, ça veut dire effectivement que le gouvernement veut voir clair dans cette histoire. Apparemment, c'est pas la première facture relativement élevée. Donc, il faut voir cette histoire-là. On voit la réaction du ministre là à l'instant qui dit: j'ai demandé au préfet de faire fermer la clinique. Ce énième scandale. Donc ça veut dire que le ministre est informé relativement d'un certain nombre. Le ministre parle de scandale sollicité. Dans ma lettre, suite à ma lettre déjà sollicitée en quelque sorte le 6 mai.
sous 78 heures en termes d'explication. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Il y a eu des échanges de courriers, il y a eu, entre guillemets, des scandales, il y a eu des plaintes. Le ministre aurait écrit au responsable de la clinique. Le ministre n'a pas eu de réponse. Mais c'est normal que l'État prenne un certain nombre de mesures en attendant relativement voir clair. Il faut dire que personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Il faut voir, j'ai souvent eu vent des histoires, en fait, de cette clinique. Vous savez aussi, on en entend beaucoup. Le ministre de la Santé publique fait savoir d'ailleurs que c'est l'un énième, il faut le dire. Ben oui, ben est-ce qu'il est le seul? Ah, moi j'en entends beaucoup parler des histoires de la Quintini, hein. On a parlé ici d'une histoire à Lokbaba. J'en entends beaucoup parler à l'hôpital général. Je vous explique que vraiment, le système de santé au Cameroun a été gangréné par des mafieux, a été pris en otage par un certain nombre de prébendiers. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Ça, il faut le dire. Je vous ai expliqué que cette mafia, même souvent, a été initiée depuis Yaoundé. Je vous ai expliqué ici qu'un médecin me disait, Monsieur Tatsinda, être directeur d'un hôpital général, c'est pas donné, ça ne vous tombe pas sur la tête parce que vous êtes très brillant. Je vous expliquais que des scanners sont mis en quelque sorte dans des hôpitaux et on vous demande un certain prix, vous devez facturer un autre prix. Donc c'est une mafia la santé au Cameroun, tout le monde le sait. Donc l'État. Et quand c'est une mafia la santé au Cameroun, c'est sur le dos justement de ces malades. Mais c'est pour ça que nous encourageons le ministre de voir clair dans cette histoire parce que une facture de 14 millions. Il faut quand même. Parce que même une évacuation. Avec une caution de 5 millions 500 000. C'est pour ça que j'ai. Dans ce pays, c'est possible. Que moi, je suis surpris que cette famille ait donné cet argent parce que quand on voit la facture, on se demande comment cette famille a pu donner cet argent parce qu'une évacuation sanitaire va chercher largement moins que ça. Cette facture appartient à M. Elam William. Eh bien, qu'est-ce qu'il avait ce monsieur pour avoir 14 millions et 5 millions de caution? Faut aller bien voir. Donc, c'est pour ça que c'est... Il avait quoi pour pouvoir qu'on soit à 14 millions de francs? Effectivement, parce que même s'il était dans un cancer en phase terminale, je ne sais pas si effectivement il aurait facturé 14 millions. Donc, qui a négocié ça? Comment ça s'est fait? Comment il peut mettre une caution de 5 millions? Qu'est-ce qu'on lui a promis? Est-ce qu'on lui a promis la vie? La vie n'a pas de prix. Si vous avez une pathologie relativement grave et qu'on vous dit il faut trouver 1 milliard pour recouvrer la vie, ben, vous allez chercher 1 milliard, mais qu'est-ce qu'on lui a promis pour donner ça, pour donner cette somme d'argent? Apparemment, il aurait écrit au ministre et des responsables et conseillers du ministre ont dû trouver que ça n'allait pas. C'était exorbitant. Au responsable de la clinique de s'expliquer, au docteur Ngoula de s'expliquer. J'ai vu la facture et signer le gestionnaire, au gestionnaire de s'expliquer. Je ne sais pas pourquoi il ne met pas son nom sur la facture. C'est quoi cette histoire? Le gestionnaire, le gestionnaire a un nom. Il faut pouvoir assumer en quelque sorte ses actes. Les responsabilités sont individuelles. Parce qu'au vu de la facture, vous poursuivez qui? Le gestionnaire? Qui est le gestionnaire? Il peut vous expliquer que j'ai été limogé juste après signature de cette facture et il ne veut plus répondre de ses actes. Donc, souvent, il faut mieux, c'est là même où, moi, j'aurais été un parent de ce monsieur, j'aurais dit, le gestionnaire ne veut rien dire, il faut signer, vous avez un nom, vous avez une carte d'identité. Donc, vous voyez que c'est juste une clinique, si on ouvre les yeux... Tout à l'heure, pour qu'on entre vivement dans le vif du sujet, je vais demander à la réalisation, vous avez la vidéo derrière moi, pour que ces personnes, justement, qui étaient à l'hôpital, il faut le dire, le 6 mai dernier, le 11 mai dernier, susceptionnnaire, qui était d'ailleurs décédé dans cette institution hospitalière, cette structure hospitalière, eh bien, les jeunes de de ce monsieur, c'est les enfants de cet homme, se sont expliqués. On espère justement avoir la vidéo avant de prendre la réaction, il faut le dire, de Paul Nken ce matin. Si on nous donnait 1 million 500 ce matin, il devait pas dire que nous devons mort. Comme on n'a pas donné, on a donné 1 million 250, il déclare que c'est Covid-19. Alors que lui-même, il a confirmé que 3 fois AVC. Aujourd'hui, nous parlons de Covid-19. Parlez des trafiquants des organes. Mario, c'est ça de maladie. Ce matin, il avait besoin de 1 million. Ils ont demandé, mais grand-père, c'est tout, il est là. Tout ce professeur, j'ai passé à coucher là-bas. Il est en train de prendre les... On ne sait pas si... Mercredi, je suis avec le père. Jeudi, je suis avec le père. Et maman a acheté ses médicaments. On le porte, il fait une crise d'AVC. On le porte, on l'amène ici. Et ma grande soeur, ils nous disent qu'on dépose une caution de 250 000 fois. On dépose la caution de 250 000. Ils demandent que on revient vendredi. Ils nous disent donner 1 million pour une caution, 1 million 500 000 pour la caution. On a dit qu'on n'a pas de l'argent. Ils disent que vous êtes des personnes, je vais réduire. Le médecin, je vais réduire, donner d'abord ce que vous avez. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. On a donné 750 000 francs. Vendredi. Ils nous disent que vous ne pouvez pas. On ne peut... Messieurs, je prends votre réaction, je n'ai pas besoin de parler sur le commentaire, je vais prendre la réaction de Paul Nken. Franchement, je ne sais pas où commencer, mais je dois dire que notre pays, apparemment, les gens ne marchent plus avec les pieds, mais avec la tête.
en bas. Et on se demande vraiment dans quelle sauce nous serons mangés dans les jours à venir, parce que déjà ça va très très mal. À la faveur d'une baisse de salaire que les fonctionnaires ont subi depuis près de 20 ans, chaque professionnel de la santé a décidé de faire sa guise. Et malheureusement, l'État a abandonné le peuple, il faut le dire. Et ça me gêne quand je suis quelqu'un qui partage le même prénom avec le chef de l'État. Mais ça me gêne parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a parlé de rigueur et de moralisation. Mais on constate plutôt que c'est chacun pour soi, Dieu pour personne. Quand on regarde aujourd'hui dans quel état notre pays se trouve, on se demande, comme l'avait d'ailleurs mentionné dans un livre que Grégoire Ouna avait écrit, et posé la question Cameroun, qui est dans le gouvernail de ce bateau. On se demande encore si on a quelqu'un au palais qui gère ce pays. Parce que chaque professionnel de la santé s'est retiré en clientèle privée, impose ses prix comme il veut, quand il veut, et il n'a de compte à rendre à personne. Le jeune ministre Manaouda essaye de rafistoler depuis qu'il est arrivé, mais à un moment donné, vous allez constater qu'on va taper sur ses doigts parce que il y a pas mal de personnes d'ailleurs qui lui mettent les pots de banane sur le chemin, ne vous inquiétez pas. J'ai même appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aurais appris que le budget pour le Covid est géré par un responsable à la présidence de la République, que le ministre ne voit même pas par où l'argent passe. Alors, donc, dans ce genre de situation, le peuple que nous sommes, moi, honnêtement, je ne peux pas me permettre d'aller même en consultation dans cette clinique parce que je n'ai pas ces moyens. Pour ces moyens, justement. Quand un État abandonne donc le peuple entre les mains d'une oligarchie qui ne fait que s'enrichir, vous pensez que la construction de cette clinique, ça a nécessité combien de centaines de millions? C'est venu d'où? Comment aujourd'hui on retrouve que c'est une petite caste de notre société qui continue à détenir autant de facilités? Une facture de 14 millions. Bon, je ne voudrais pas ici condamner l'expertise des médecins parce que en réalité, quand vous souffrez d'une maladie comme le cancer, il est fort possible, pour ceux qui connaissent, la facture peut remonter jusqu'à ce niveau. Mais je ne sais pas de quoi cette personne souffrait pour condamner absolument la structure, pour avoir émis ce genre de facture. Donc, il va falloir peut-être qu'on aille un peu plus loin, qu'on sache de quelle pathologie. Parce que, je vous assure, quand il s'agit d'un cancer, oui, ça peut coûter 80 000 euros. Malheureusement, c'est juste une parenthèse par rapport au cancer. Je voudrais dire à ceux qui souffrent du cancer de comprendre que la chimiothérapie, ce n'est pas moi qui le dis, je peux apporter les documents, elle ne marche qu'à 3%. 97% d'échecs. En réalité, ce n'est plus le cancer qui tue, mais c'est la chimiothérapie. Vous demandez à tous ces médecins qui font la chimio, personne n'accepte de subir lui-même une séance de chimiothérapie. Mais on la pratique sur d'autres personnes. Donc, oui, actuellement, où notre pays se trouve là. Moi, je ne fais pas de politique parce que j'ai compris que c'est un terrain assez compliqué. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous constatez que ceux qui se présentent aujourd'hui comme des opposants, demain, ils vont vous dire que non, ils ont fait alliance avec le chef de l'État. Parce qu'en réalité, au moment où ils quittaient le camp du chef de l'État pour se retrouver dans l'opposition, c'était par calcul. Maintenant que ça n'a pas marché de l'autre côté, ils reviennent. Donc, je souhaiterais davantage que chaque compatriote camerounais se prenne lui-même en charge. Ne comptez jamais sur les politiques parce que ce qui se passe dans cette clinique, ce n'est pas un fait, je peux dire, isolé. Oui. Si vous faites le check-up de toutes les cliniques, vous allez trouver les mêmes comportements et les populations qui souffrent de la même manière. Messieurs, je vais revenir sur cette facture. Elle date, il faut le dire. L'entrée à l'hôpital de cet homme était le 22 avril 2020. La sortie de cet homme était le 7 mai 2020. Entre le 22 avril et le 7, si on calcule super bien, ça fait 15 jours. D'ailleurs, ils le mettent ici. Nombre de jours calculés, c'est de 15 jours. Montant donc de cette hospitalisation par journée, montant de la journée, il faut le préciser, je le vois ici, 500 000 francs. Il y a une... Montant de la journée, 500 000 francs total, 7 500 000 francs.
Il faut préciser à l'intérieur de cette facture que cette facture n'est pas la facture de M. Niamsé dont le corps a été traîné dans la rue. Non, c'est pas sa facture. Voilà, ça c'est la facture de M. Elom, si je ne me trompe pas. Elam William. Voilà. Et il y a un élément, alors 2 éléments sur lesquels on peut épiloguer sur cette facture, c'est que le prix des médicaments appliqués à ce monsieur en 15 jours, 2 300 000. Oui. Et que l'oxygénothérapie, 2 310 000 francs. Voilà, l'oxygénothérapie a coûté 2 400 000 à peu près, voire plus. Donc il a eu à peu près 312 heures d'oxygène fois 800, fois 8 000 autant pour moi, ça fait à peu près 2 400 000, voire plus. Donc c'est pour montrer le caractère exagéré. Moi, je vous prends juste un cas. On dit le nombre de journées passées dans cette clinique, c'est 15 jours. Oui. Et chaque journée, on vous dit, c'est 500 000 francs. Voilà. C'est-à-dire que ça coûte même plus cher que l'hôpital à Saint-Pierre à Paris. Donc, qui reçoit voilà. Une seule journée à l'hôpital à 500 000 francs, ça signifie que nous allons tous mourir finalement. C'est énorme. C'est inacceptable. Et c'est loin d'être un cas isolé. Au début de cette pandémie, j'ai embrayé tout à l'heure à l'entame de mon propos, le ministre avait pris l'initiative de pouvoir organiser la riposte par rapport à cette maladie. On avait choisi des centres qui étaient agréés pour traiter du Covid-19. Et on a fait sur pied un certain nombre de sensibilisations de nature à ce que les populations prennent en charge les premiers symptômes et s'orientent vers ce centre-là. Nullement la clinique Marie-O n'avait été répertoriée comme étant centre. Parce que je pense que c'est ce qui condamne M. Ngoula. Parce qu'il déclare dans l'une de ses interviews que le patient décédé, M. Niamsi, souffrait de Covid-19. Est-ce que son centre et son expertise, ou alors l'expertise de son centre, l'autorisaient à pouvoir soigner M. Niamsi de Covid-19 que non? Donc le ministre est dans son bon droit de fermer cette structure afin que M. Ngoula soit entendu et qu'il réponde de ses actes. Puisque dans la ville de Douala, il y a à peu près 300 qui ont été choisis. L'hôpital à Kentini qui souffre aujourd'hui du fait que son site abrite un centre de traitement. Parce que le pavillon Samuel Eto'o avait été réquisitionné pour la détection, comment on appelle ça, la détection, le traitement et la prise en charge des malades Covid-19. On a également l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa qui avait été réquisitionné. Et il y a l'hôpital général de Douala qui a été réquisitionné. Et parallèlement, il y a eu une envie manifeste d'un certain nombre de fonctionnaires véreux de pouvoir avoir d'autres centres parallèles, parmi lesquels le centre de santé de Nkololoun et l'hôpital district de Baba. Le ministre a vu que ce n'était pas possible d'ajouter ces centres à l'intérieur de ce qui avait été choisi. Et il y avait dans l'imaginaire public le souci d'un certain nombre d'acteurs de la société civile de pouvoir réquisitionner la clinique Paul Sopop Priso, qui est en état de délabrement, pour qu'elle soit réaménagée et qu'elle soit utilisée comme centre de traitement Covid-19. Ça n'a pas été fait. Donc, aucune clinique dans la ville de Douala et de Yaoundé ne figure dans la liste des centres habilités à traiter de Covid-19. S'ils le font, ou alors si un certain nombre de médecins dans les cliniques privées l'ont fait, ils l'ont fait en totale violation de l'arrêté du ministre. Et le ministre est dans son bon rôle de frapper du poing sur la table et de fermer la clinique Marie-O parce que les promoteurs ont enfreint à la loi. Maintenant, on peut également interroger l'environnement dans lequel évolue la médecine au Cameroun. Parce qu'il faut le dire, Bertrand l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est la clinique Marie-O, mais les scandales à répétition sur les factures impayées, même dans les hôpitaux publics, il faut préciser par ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le patient arrive dans une formation hospitalière, on sait bien que le patient est agonisant, mais on fait dépenser de lourdes sommes aux familles qui sont déjà appauvries, parce que la maladie s'est installée sur le temps. C'est-à-dire, les médecins ont perdu leur côté humain. Pourtant, on nous a parlé de l'humanisation des soins. Voilà, ça date de 2001. Avec Santé pour tous, on nous a dit Santé pour tous en 2020. On l'a pas en 2000. Nous sommes aujourd'hui en regret de dire à monsieur le ministre qu'il faut également essayer d'explorer sur ce domaine-là. Quand un patient arrive, on ne demande pas d'éthaniser les patients. Mais vous ne pouvez pas demander à des familles de dépenser des lourdes sommes. Et pourtant, vous êtes en âme et conscience capable de dire que ce patient-ci ne peut pas faire 2 heures. Il y a des cas comme ça. Et même, c'est le scandale de M. Niamsi qui est répertorié. Actuellement, vous avez posé la question, c'est la fois dernière. On a comme l'impression que tous ceux qui arrivent maintenant dans les hôpitaux et qui ont un certain âge, 3e âge par exemple, qui présentent un certain nombre de pathologies, immédiatement déclarent qu'ils sont justement atteints du Covid-19. Et parfois, dans des centres qui ne sont pas agréés.
vraiment vivement que cet exemple de la fermeture de la clinique Marie-O serve de leçon à ceux-là qui veulent explorer dans ce domaine-là. Les centres agréés, je le répète, c'est l'hôpital général, c'est l'hôpital gynéco-obstétrique, c'est la Kintini. C'est à ces endroits que le gouvernement a mobilisé l'expertise technique nécessaire, notamment les pneumologues, les cardiologues et tout ce qui va avec pour traiter les maladies, la maladie, la pandémie Covid-19. C'est nullement dans les centres privés. Même s'il y a des accointances, même si des gens ont souscrit à des assurances en partenariat avec ces entreprises, lorsqu'il y a un cas de Covid-19 déclaré, il faudrait que ce médecin-là les réfère vers des structures dédiées par l'État. Et que les gars arrêtent cette affaire de surfacturation qui a des gens... Une journée à 500 000 francs, dans les cliniques, monsieur. Et même dans les hôpitaux publics. Si vous arrivez, par exemple, à la Kintini, vous serez surpris que la plupart des réclamations des patients résident sur la surfacturation. J'ai comme l'impression que le professeur Ndiok ne fait que ça, de résoudre ce problème de surfacturation. C'est-à-dire qu'il est quitté d'un praticien à un assistant social parce qu'il faut qu'il comprenne pourquoi la facture est surfacturée afin de la ramener à la baisse. Je sais de quoi je parle. J'ai observé ça pendant très longtemps, pendant le séjour d'une de mes parents, de mes proches parents à l'hôpital à Kintini. C'est grave quand même, hein, monsieur. Et c'est les gens dans le reste des formations hospitalières, qu'ils soient publics ou privés, vivement concentrés. Paul Ken, pour vous, c'est l'État qui a laissé faire. Je ne peux pas tourner autour du pot. L'État a abandonné les populations entre les mains de charlatans, oui. De personnes qui veulent la mort, en tout cas, de cette population. En tout cas, de ces charognards qui n'ont pour but que de s'enrichir. Poche. Ils ont pour seul et unique objectif se mettre plein les poches. Et c'est pour cette raison que j'interpelle encore ceux qui sont chargés de la gestion de ce pays de se réveiller autour du malheur qui est en train de s'abattre sur les populations. Si vous n'agissez pas, je ne sais pas quel bilan vous-même vous faites quand vous êtes en face de vos quatre murs. Vous n'avez personne qui vous pose la question, mais vous-même, vous faites quel bilan? Si dernièrement les Occidentaux estimaient que le Covid allait tuer beaucoup plus de personnes en Afrique, ce n'est pas parce qu'ils avaient un programme en réalité de venir nous tuer, mais c'est parce qu'ils savaient que chez nous, il y a un manque de solidarité, un manque de structure qui permettent en sorte que celui qui est touché par une maladie, qu'il soit pris en charge effectivement par l'État. Oui. C'est de cela dont il était question. Parce que chez nous, si vous n'avez pas d'argent, mais tant pis pour vous. On a vu, dernièrement, le ministre a déclaré que les personnes touchées par cette pandémie seraient... Covid-19, en charge, gratuitement. Mais c'est le contraire. Sur le terrain, c'est le contraire, carrément. Et c'est une occasion pour, malheureusement encore, pour nous, Africains, de se mettre plein les poches sur le dos des personnes qui sont frappées par une pandémie. Si l'Africain continue de se comporter de cette manière, a-t-il le droit de se lever un matin pour parler de panafricanisme, pour critiquer les Occidentaux? Je me pose encore des questions, parce que il nous appartenait de prouver que nous sommes effectivement solidaires. Mais ce panafricanisme-là, de la solidarité, je ne le vois pas. Et il y a un Tanga Nord et un Tanga Sud, où ceux qui sont habitués à avoir des richesses continuent à les amasser, et ceux qui sont déjà en poste, on continue à les maintenir dans la avec fosse. Tous les avantages que vous pouvez imaginer, et le bas peuple continue à souffrir. C'est cette situation qui fait révolte même le peuple. Et moi je dis, au lieu de prendre une pancarte pour aller en route, ils vont me tirer dessus pour rien. J'ai pris la décision de m'occuper de ma propre santé en faisant quoi? En essayant de consommer tous les produits dont je connais l'efficacité capable de renforcer mon système immunitaire. Je ne suis pas habilité à les citer ici, mais si quelqu'un en a besoin, qu'il me contacte inbox. On vous a compris parfaitement. Bertrand Tatina, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, on a l'impression que toutes les personnes qui sont malades refusent d'aller dans les établissements hospitaliers publics. D'abord. De peur, justement, de trouver les malades du Covid-19. On voit par exemple cette famille, il faut le dire, qui avait refusé carrément d'aller dans un hôpital public, en espérant en tout cas aller dans une clinique soigner leur père. Mais déjà que c'est un sujet comme celui-ci, il faut éviter de faire ce que j'appelle la politique politicienne. Oui. En quoi Paul Biya est responsable du gestionnaire? On voit le gestionnaire signer une facture de 14 millions, on parle de Paul Biya. Paul Biya va voir quoi dans cette histoire? Ben, c'est ça qui est embêtant au Cameroun, c'est-à-dire que chacun a l'impression qu'il est très pertinent quand il critique le président de la République.
C'est-à-dire, comme on dit souvent au Cameroun, le métier des autres est très, 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 très difficile. Il n'y a pas, quand vous regardez les pays européens, la santé publique en France est complètement à la rue. Entre quelqu'un qui se soigne à l'hôpital Neuilly américaine et quelqu'un qui se soigne dans le centre de santé de Vaux-en-Velin, j'y étais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vais même plus loin. Là-bas, il y a ce qu'on appelle le sectarisme, le tribalisme, le fascisme à la santé. Vous savez qu'en France, le ministère de la Santé a donné des instructions pour choisir des gens à mettre sous respirateur en fonction du quartier, en fonction de la couleur de la peau, en fonction de l'origine sociale, en France. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Moi, quand j'y étais étudiant, le corps qui faisait grève le plus, c'était le corps médical de la santé. Au point où on a autorisé des spécialistes à ouvrir des cliniques au quartier. C'est exactement comme ça. Vous arrivez à un hôpital public, et bien vous tombez sur un médecin qui vous dit, si vous voulez que je vous soigne mieux, retrouvez-moi à la clinique du Tonkin. C'est l'une des plus grandes cliniques à Lyon. Il est médecin public, il vous demande de le retrouver à la clinique du Tonkin. Ou bien vous dit de passer à son cabinet le soir. Parce que ça ne tenait plus. Les médecins partaient. Ils préféraient aller aux États-Unis, aller en Asie, venir même dans des cliniques en Afrique où ils faisaient des piges, donner des cours dans des grandes facultés de médecine. Donc là-bas aussi, il y a une santé à deux vitesses. Il y a une santé à deux vitesses. Deuxièmement, on ne peut pas nier les efforts que le gouvernement a fait. Au Cameroun, je vous rappelle quand même que, comment on va dire, la science d'hémodialyse est à 5 000 francs. Je vous rappelle quand même que l'État du Cameroun a pris un certain nombre de pathologies. La tuberculose se soigne à 1 000 francs au Cameroun. Le paludisme pour des enfants pour des femmes enceintes et pour des enfants de moins de 5 ans est relativement gratuit. Parfois, c'est souvent dit comme ça, mais quand on va sur le terrain, c'est le contraire. Non, c'est un examen de crachat, c'est 1 000 francs. C'est 1 000 francs. Je vous rappelle aujourd'hui que les antirétroviraux sont pratiquement gratuits au Cameroun. C'est 1 500. Je peux donner un centre ici, les centres à l'UTM. Les centres à l'UTM, j'en ai dans ma famille. C'est plus une maladie honteuse, en fait, le VIH-Sida. Donc, l'État, en fonction de ses moyens, je vous ai dit 5 000 milliards de budget. Vous ne pouvez pas donner la santé de qualité avec 5 000 milliards de budget. Mais quand les gens parlent sur les plateaux de télévision, qu'ils nous expliquent comment eux, ils peuvent donner une santé pour tous au Cameroun avec 5 000 milliards de budget. C'est là où leur pertinence s'arrête. Ils ne parlent plus. Ils vous expliquent que faites de nous les chefs d'État et on vous expliquera comment. Non! Avec 5 000 milliards de budget, les Camerounais veulent les autoroutes, le Camerounais veut l'école de qualité, le Camerounais veut le financement de la recherche, le Camerounais veut la santé. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nos États ont une structuration, nos États sont nés, nos États ont un certain nombre de contingences, un certain nombre, comment je vais dire, de problèmes qui font que véritablement, on ne peut pas le donner. Alors, il faut quand même également ne pas oublier que l'État a pour rôle de contrôler justement. C'est pas pour expliquer et justifier cet acte, comment je vais dire, qu'on peut appeler même à la limite, comment je vais dire, j'ai pas envie de dire que d'escroquerie, mais un acte quand même malveillant. Dieu a apporté 14 millions 500 000 francs. Je sais pas, des chambres climatisées à Douala dans cette clinique, vous les avez à 25 000 francs. Climatisées, nickel, bon à prison. De 25 000 francs à 500 000 francs, qu'est-ce qu'il y avait dans sa chambre? Un écran plat? Un écran plasma? Et la désinfection de cette chambre a coûté 100 000 francs. La désinfection a coûté 100 000 francs. On désinfecte une chambre avec un désinfectant. Un désinfectant, c'est 5 000 francs, c'est 4 300 francs, c'est 7 000 francs, c'est 8 000 francs. Soyons quand même relativement sérieux. Ne faisons pas de politique, c'est-à-dire que ne faisons pas de politique politicienne. Il y a des problèmes de santé au Cameroun, c'est clair. Le budget de la santé n'est pas énorme, c'est clair. Mais l'État du Cameroun ne produit pas suffisamment. Nous ne produisons pas suffisamment, nous sommes un compte d'opération. Et quand vous regardez les 14 comptes d'opération de la zone franc, personne n'a une meilleure politique au Cameroun. Vous voulez que je vous parle du Gabon? J'ai un petit frère. Vous voulez que je vous parle de la Côte d'Ivoire? Vous voulez que je vous parle même du Grand Nigeria? C'est 493 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, le Nigeria. Vous voulez que je vous parle de la santé au Nigeria? Là-bas, elle est carrément privatisée, c'est privé. Vous voulez que je vous parle de l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, c'est le premier revenu par tête d'habitant en Afrique. Le Nigeria, c'est le premier produit intérieur brut. L'Afrique du Sud, c'est le premier revenu par habitant. Mais là-bas, c'est carrément le système anglo-saxon. Aux États-Unis, ne va pas mourir à l'hôpital. On sait quand même que l'État du Cameroun a un rôle régalien de regarder, de contrôler. Oui, c'est ce que je vous explique. Je vous explique que on va pas laisser quand même ce genre de personnes vivre, les populations mourir. Le ministre a pris des décisions. Je vous explique qu'avec un budget de 5 000 milliards de francs CFA,
vous ne pouvez pas donner une santé de qualité. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Ben, vous avez, comment je vais dire, que de pathologie. Je prends un exemple simple. Quelqu'un a un problème, comment je vais dire, que au niveau des reins. Quelqu'un a un problème au niveau des reins. Oui. Quelqu'un a une insuffisance cardiaque. Ben, vous prenez ce malade comment, quand véritablement l'État même n'a pas suffisamment de moyens à mettre de la santé. Sauf que là où je suis d'accord, c'est qu'il y a beaucoup de corruption. Et c'est là le véritable problème. Il y a énormément de corruption. Mais Tatina, il ne faut pas également oublier une chose simple, c'est que ça soit dans le public, il y a, comme vous l'avez souligné d'ailleurs dans une édition de DBS ce matin, qu'au sein même, il faut le dire, des établissements hospitaliers. Mais c'est moi qui vous avais donné les filières de mafia. Je vous avais expliqué véritablement que pas ce ministre de la Santé, celui qui est parti véritablement, était, comment je vais dire, entre guillemets, un chef mafieux. Il nommait, entre guillemets, comment on va appeler, des collaborateurs qui lui remontaient un certain nombre de revenus, moyennant le recyclage d'argent, comment je vais dire, payé par les patients. Ça existe au Cameroun. Et à un moment donné aussi, il faut que les Camerounais soient patriotes. Je veux dire que quand je décide d'arnaquer ma petite voisine, en quoi le président est responsable de ça? Donc vous avez au Cameroun des gens qui ont véritablement décidé dans tous les domaines, ce n'est pas seulement dans la santé. Vous voulez qu'on parle de l'éducation ici? Les prix sont connus. C'est 100 000 francs pour inscrire un enfant en 6e. Le pire des idiots, qui a 2 de moyenne au concours d'entrée en 6e. Vous donnez 100 000 francs, il se retrouve en 6e. Heureusement qu'on a encore un probatoire. Ça veut dire que tous les aventuriers avancent, passent les classes et ils viennent s'arrêter en première. Et on explique que le gouvernement bloque les enfants et on va se débrouiller en Érythrée, au Tchad, en République centrafricaine pour avoir relativement un bac. Dans le domaine de l'éducation, c'est la même chose. On peut faire un sujet pareil pour que je vous parle en quelque sorte de certains proviseurs, de certains, comment je vais dire, enseignants, de ces histoires qu'on appelle cours de répétition. Mais c'est une mafia, cours de répétition. Comment quelqu'un peut apporter, comment je vais dire, de l'attention à 40 enfants? Il donne des cours de répétition. Vous ne pouvez pas, sur 2 heures de temps, avec 40 enfants devant vous, apporter des cours de répétition, notamment sur des enfants qui ont de grosses lacunes. Déjà 2, c'est compliqué. Donc vous voyez donc que c'est pas seulement du domaine de la santé, mais en même temps, on ne peut pas balayer d'un revers de la main les efforts que le gouvernement essaie de faire. On n'a pas dit le contraire. C'est bien le chef de l'État qui a nommé ce ministre de la Santé, que tout le monde reconnaît quand même que ce brave monsieur essaye de faire avec les moyens qu'il a. Je vous dis ailleurs, c'est pire. Aux États-Unis, le Covid, vous posez pratiquement 300 000 $. Vous en sont de jeu, je regardais CNN hier, ils en sont à 82 000 morts. Dans les 82 000 morts, c'est 90% de Noirs, de pauvres Américains. Ils n'ont même pas les moyens. On commence à trouver des cadavres dans la rue à New York. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est carrément privé. C'est un problème, comment je vais dire, que d'assurance privée. Là-bas, il n'y a même pas de consultation gratuite. Crevé. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis. Donc, vraiment, je veux dire que c'est pas parfait au Cameroun. L'État fait beaucoup d'efforts. On ne peut pas comparer entre 1982, les structures de soins, et aujourd'hui. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de médecins. Je donne un cas, Rigobert Song. Il est trouvé mourant. On le réveille, comment je vais dire, au centre des urgences. Quand il va en France, son pronostic vital n'est plus engagé. Rigobert Song est trouvé mourant. Il est mort à la limite. On le réveille. Pourquoi vous ne saluez pas ces performances de médecins camerounais? J'en ai dans ma famille qui ont guéri de cancer. On n'a pas dit le contraire. Opéré au Cameroun 3 fois. Avec comment je vais dire, des réapparitions de métastases. Réopérés. Des médecins au Cameroun. Je donne le nom de un, le professeur Baïbek. C'est une grande gueule. Je donne le nom d'un médecin extrêmement brillant. Chirurgie de la réparation. Et vous savez comment il le fait des fois? Il suffit de le voir. C'est quelqu'un d'humain. Je vote même pas. Je n'ai même pas du même bord politique que le professeur Baïbek. J'ai pris sur moi de donner un nom aujourd'hui. Il vous le voit, vous le voyez, sur une opération où ce monsieur peut gagner 3-4 millions, il vous dit donnez-moi une bouteille de whisky. J'ai donné un nom, le professeur Baïbek. Donc, vous avez d'excellents médecins au Cameroun. On n'a pas dit le contraire. Vous en avez des milliers de Camerounais qui trouvent la santé. Vous en avez des milliers. Donc, sur un cas comme celui-là où
on a 14 millions de factures, je veux dire qu'on ne va pas résumer ça à la politique sanitaire du Cameroun. Donc ne soyons pas excessifs, on peut ne pas apprécier le régime de Yaoundé, on peut être un politicien caché. Vous savez, beaucoup de Camerounais veulent faire la politique sans être courageux, et sur les plateaux de télévision, non. Je crois qu'on a des lacunes dans notre système de santé qui n'en a pas. Donnez-moi n'importe quel pays et si on fait une émission, je vais la préparer. Je vous parle des lacunes de santé. Non, on est d'accord avec vous. Hein. Et d'ailleurs, on fait d'ailleurs une révérence à tous les médecins camerounais qui sont d'ailleurs au four et au moulin pour donner la santé aux Camerounais. Mais il ne faut pas également oublier que la santé n'est plus, il faut le dire, abordable pour tous les Camerounais. Éric Pépin, Bécaye, parce que jusqu'à preuve de contraire, moi je pose toujours cette question. Où est passé le serment d'Hippocrate? Peut-être le serment d'Hippocrate, comme certains analystes le disent, souvent est devenu le serment d'Hypocrite. C'est la chose la mieux partagée. On a déshumanisé le milieu de la santé, ça c'est connu, mais cela peut être justifié par plusieurs facteurs. La dévaluation du franc CFA qui a intervenu en 1994, la détérioration des termes d'échange et puis la déstructuration de l'espace social. Et comme disait Paul Nken tout à l'heure, chacun a commencé à chercher les moyens à pouvoir survivre. L'enseignant est devenu un excellent agriculteur ou alors cultivateur. Le commis de l'État est devenu peut-être accessoirement quelqu'un qui s'occupe du foncier prioritairement. Le médecin a essayé également d'interroger son environnement et de se mettre en consultation privée. Ça, c'est la réalité. Et ça fait aujourd'hui que si on a 10 médecins qui sont dans le public, il y a à peu près 2 qui restent effectivement dans le public, ceux qui sont notamment dans les zones rurales. Les autres 8 qui sont en zone urbaine se sont créés une sorte de résilience pour pouvoir mettre sur pied un contre-choc de la détérioration du tissu économique camerounais. Ouais. Donc, la plupart de ces médecins-là sont plus dans le privé. Et on sait bien que dans le privé, il n'y a pas de sentiment. Où tu as, on te sert. Tu n'as pas, on ne te sert pas. Ça veut dire que quand ils reviennent dans le public... Il n'y a pas seulement dans le public, même dans le public, il n'y a pas de sentiment. Non, je dis que pour la plupart de ces médecins... Il faut bien qu'on reste dans le contexte, même dans le public, il n'y a pas de sentiment, parce que vous allez trouver une infirmière qui vous demande d'aller d'abord chercher le carnet, même si vous avez un carnet. Je vais expliquer, je ne veux pas tirer directement. Je dis que comme la plupart d'entre eux sont déjà... ont développé des méthodes de résilience, c'est-à-dire ils essayent de prester en privé, et le privé a des règles. C'est un peu la logique de la mafia, la rentabilité. Où tu as les moyens, on s'occupe de toi. Tu n'as pas, on ne s'occupe pas de toi. Donc là, il n'y a pas de sentiment. Quand ils reviennent donc maintenant dans leur fonction dans le public, ils fonctionnent toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont changé d'espace, ils ont changé de milieu. Cette pratique ont l'impression de s'imposer à l'intérieur des services publics. Or, le service public a pour rôle l'encadrement. Et comme Bertrand disait tout à l'heure, l'État ne peut pas. Mais l'État doit partir d'un certain nombre de préalables que la santé, l'éducation, la sécurité sont des secteurs de souveraineté qui l'incombent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Cameroun est signataire du protocole d'Abuja qui stipule que chaque État signataire de ce protocole doit accorder 15% de son budget pour la santé. Oui. C'est connu. Accorder 15% de son budget pour la santé, on ne parle pas de la réévaluation des salaires des médecins. Parce qu'ils sont excellents, mais ils sont sous-payés. C'est la raison pour laquelle ils se retrouvent au niveau du privé et ils développent un sentiment d'inhumain pour la plupart. Donc, s'ils accordaient 15%, si le Cameroun aurait accordé 15% de son budget au secteur de la santé, on aurait eu des hôpitaux publics équipés en zone urbaine, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de désert d'hôpitaux. Ça veut dire que dans les zones rurales, vous trouvez des hôpitaux de première catégorie, mais où il n'y a pas de patients. Dans les zones de grande agglomération, vous trouvez des hôpitaux qui datent de 1930, comme l'hôpital à Kentini, mais qui ne peut plus être capable de supporter la forte demande des populations. Il y a un problème qui s'est posé à l'hôpital. Le professeur l'a d'ailleurs expliqué. L'hôpital à Kentini ne dispose pas d'un scanner. C'est-à-dire qu'il appartient à l'hôpital. C'est un scanner privé que l'hôpital a fait louer pour pouvoir répondre à la demande des populations, afin de les éviter d'aller dans les autres grandes agglomérations. Est-ce que en 2020, rendu à cette date, avec l'évolution technologique, avec tout ce qu'on a comme substance grise, les enfants qui sont hyper bien formés en médecine, que ce soit ici ou à l'étranger, on devrait se retrouver avec un hôpital comme la Kentini sans scanner? C'est un problème. C'est un problème. On devait avoir des hôpitaux up-to-date avec le matériel de dernière génération, avec un système de maintenance, parce que le tout, ce n'est pas d'avoir un matériel médical up-to-date.
Le tout, c'est d'avoir des techniciens médico-sanitaires capables de pouvoir faire la maintenance de ces appareils à tout moment, de telle en sorte que l'indisponibilité de ces appareils ne se ressente pas sur la santé sauf que Pépin, de la population. Tu peux pas avoir ça et avoir la consultation à 500 francs. C'est pas possible. Non, Si je tu le suis, dis aux Camerounais, je suis d'accord. C'est-à-dire que tu Maintenant, ne peux pas avoir ce type d'équipement, ce type de matériel avec un certain type de spécialiste et dire aux Camerounais que vous payerez le carnet à 500. je suis d'accord, c'est un problème de communication. Actuellement, le scanner coûte à peu près 68 000. C'est-à-dire que lorsque tu y vas, et c'est à peu près un seul scanner pour combien de 90 000 à l'hôpital militaire, Oui. 90 à 100 000. C'est même ça la mafia de Pour l'hôpital. combien de Voilà, malades? et ça va crescendo à comment on appelle ça, à l'hôpital général de Douala. Donc, si on a la Kentini à 68 000, ça veut dire qu'on peut obtenir un scanner qui appartient à l'hôpital à Kentini, peut-être à 45 000 ou à 35 000. C'est possible. Oui. Il faut Bien qu'on sûr. on soit conséquent. Non, c'est vrai. On peut donc investir de l'argent pour que l'hôpital la Kentini C'est ce soit que doté de j'explique, 4 Pépin. 5 6 Il ne faut pas scanners que la à Kentini 35 ait 000 le scanner, parce que le scanner qui est mis là-bas, les réseaux à Yaoundé mangent sur le scanner. C'est ce que j'ai expliqué ici. Qu'on dit à un médecin, on va t'installer un scanner. Tu feras facturer le scanner à 68 000. Mais tu calculeras dans les comptes de l'hôpital 40 000. C'est un médecin qui me l'a dit. Il m'a dit, monsieur, et on te donne le numéro, on te donne la banque où tu dois ouvrir un compte pour verser le surplus et envoyer en quelque sorte le mot de passe du compte à Yaoundé. C'est un médecin qui me l'a dit. Donc, ne crois pas que l'hôpital et l'État du Cameroun n'a pas les moyens de s'acheter un scanner. C'est qu'à Yaoundé, il faut qu'il y ait un scanner loué. Que fait donc l'État? Que fait donc l'État finalement? Monsieur Tachinda, mais vous vous contredisez. Non, je ne me contredis pas. Je parle de mafia dans l'hôpital. Non, attendez. Allons-y. Vous voulez démontrer que nous, on est venu ici pour critiquer le chef de l'État, mais vous êtes en train de démontrer que l'État qui dirige, c'est-à-dire ses ministres, son gouvernement, ne travaille pas dans le sens de contribuer au bien-être du peuple. Vous venez de le dire à moult reprises dans toute votre intervention. Moi, je ne suis pas militant d'un parti politique, mais je peux le devenir. Mais en tant que citoyen de ce pays, j'ai le droit de dire si ce que mon chef d'État fait est bon ou pas, en tant que citoyen. Et le chef d'État, d'ailleurs, se rendra compte de ceux qui travaillent en réalité pour le bien du pays, parce qu'il ne s'agit pas de venir le caresser alors que vous savez qu'il fait mal. Le chef de l'État a besoin même de ceux qui disent que non, qui dénoncent monsieur d'ailleurs. le président, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est ce discours que vous développez ici qui a amené le Cameroun dans cette situation. Parce que les gens ont fait, même au temps de Mobutu, on disait que Mobutu, le créateur, Dieu le il Père. était Dieu le Père. Et aujourd'hui, quand les gens veulent bouffer de l'argent au gouvernement de notre République, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent parfois un championnat de vacances où il y a l'effigie du chef de l'État partout. En réalité, il ne vient pas pour travailler pour le peuple. Et vous venez de stigmatiser le comportement mafieux des fonctionnaires de ce régime. Moi, je ne viens pas ici pour insulter le chef de l'État. Je ne le ferai jamais. Parce qu'à son âge, mon âge ne me permet pas de l'insulter. Mais de lui dire que, papa, tu n'as pas bien fait. Si le chef de l'État avait été là où on l'attendait, les fonctionnaires ne se seraient jamais permis de faire tout ce qu'on voit. Ils pillent. Parfois, on se demande, est-ce que le chef d'État est même au parfum? Ils courant de font cela. même paver de Mais l'argent. on se demande, monsieur Tachinda, ne défendez pas l'indéfendable. Vous le dites et vous donnez l'impression que nous, on est là, des francs-tireurs pour discréditer le chef d'État. Non, je vous dis, ce discours-là, il faut essayer de le recadrer. Parce que notre pays est en train de disparaître à petit feu. Si je viens ici, c'est-à-dire si ce journaliste m'a sollicité, vous a sollicité, c'est pour que vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme et que le pays revienne sur le bon chemin. Parce que quand vous voyez combien d'argent un seul fonctionnaire, on lui a fait comme dotation pour voiture, femme de ménage, et carburant. C'est beaucoup. Les 2 milliards que le chef d'État a donné dernièrement, si il m'avait, je suis rien, c'est vrai, mais s'il m'avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire, voilà un scanner qui manque à l'hôpital à Cantini, ça aurait pu servir plus que d'aller donner des petits gardes. Il y a des petites solutions comme Oui. ça qui peuvent résoudre 1000 Vous ne problèmes. pouvez pas me dire que non, on ne doit pas critiquer. C'est notre chef d'État. Si moi je ne le critique pas, c'est que je ne suis pas honnête avec lui. Monsieur Ken, vous m'avez pas bien compris. Je parce termine que- mon propos. Oui, non. Je vais Ça, devoir 2 demander à minutes, M. deux Tachina de secondes. répondre, après je vais revenir avec vous pour Euh, donner votre propos. Non, Monsieur vous- Ken, je suis les palais d'accord d'Afrique avec médiane. vous. Là où je n'étais pas d'accord avec vous, c'est que c'est moi qui ai expliqué les mafias au sein de l'hôpital.
C'est moi qui ai expliqué ici dans une émission. C'est moi qui ai expliqué que véritablement, c'est même pas seulement au niveau de l'hôpital, au niveau de l'enseignement, vous êtes parents comme moi. C'est moi qui ai donné les montants et tout doigt là le sait. C'est 100 000 chez les proviseurs, c'est connu. Donc, cette mafia existe au Cameroun. Beaucoup de corruption. Tout le monde le sait. Le prix est connu, 100 000. Donc, faites le concours à votre enfant, c'est 100 000. Je veux seulement expliquer, monsieur Kenke, avec 5 000 milliards de budget, c'est-à-dire que il faut aussi, à certains moments, dire ce que l'État fait. Quand vous le dites, dites aussi que le Cameroun est le pays où il y a le plus haut niveau d'arrestation de hautes personnalités. Nulle part au monde, ça n'existe. Nous avons quand même tout un gouvernement en prison. Donc, quand on critique le chef d'État, c'est vrai, à grand pouvoir, grande responsabilité. C'est sa politique, c'est sa santé. C'est sa politique éducationnelle, cette corruption. Oui, il assume ça. Mais en même temps, M. Keng, dans vos propos, ajoutez aussi que ce monsieur arrête, il punit tellement au point où on a expliqué que c'est maintenant une histoire politique. Alors que, qui peut dire, M. Keng, est-ce que vous, l'opération Épervier, vous poursuivez, alors que vous faites des affaires? Vous êtes un monsieur sérieux. Donc c'est cette part des choses que je veux juste qu'on fasse. Mais c'est connu, M. Keng. L'hôpital La Quintini à Yaoundé ne veut pas de scanner. Moi, je peux aller sur les travaux de la CAN. Vous savez qu'il y a des gens qui étaient fonctionnaires au ministère, au premier ministère, au ministère des Finances, à la présidence, et la nuit, ils étaient promoteurs d'entreprise. C'est pour ça qu'on a payé les stades à temps. Est-ce que je peux, si vous dites qu'il y a une mafia dans les travaux des stades de la CAN, je vais me tenir sur un plateau et dire non, monsieur, je peux m'aller plus loin. Voilà. Je peux aller plus loin. Une entreprise à Garoua avait carrément un sponsor à la présidence de la République. C'est vous qui donnez le nom. Avait un sponsor à la présidence de la République. Le nom parce que oui, un scandale. Tout le monde connaît le nom. Donc le promoteur est collaborateur du chef de l'État le jour et la nuit et homme d'affaires. Comment ça peut être possible? Donc voilà, monsieur Ken, mais le pauvre, demain quand il arrêtera ce SGPR, vous, monsieur Ken, vous risquez de venir encore sur un plateau de télévision dire que c'est une politique d'épuration politique. Monsieur, on commence à comprendre, hein, jusqu'à preuve de compte, on en dit dans le vif du sujet. Je vais laisser d'ailleurs Eric Pépin-Vika, il termine avec son propos qu'il a d'ailleurs démarré pour nous montrer d'ailleurs la résilience de ces médecins qui à un moment donné sont tellement habitués au privé que lorsqu'ils reviennent dans le public, ils ne changent plus de comportement. Moi, j'aimerais bien vous poser la question, est-ce parce qu'on a fait de longues études qu'on a le droit aujourd'hui de devenir inhumain au point, il faut le dire, de prendre l'argent du pauvre? Non, ça peut aussi être un devoir régalien. Et puis moi, j'invite ici les autorités parce que j'apprécie énormément la posture du ministre Malaouda qui veut vraiment taper un coup de pied dans cette fourmilière qu'est le secteur de la médecine. Il peut être aimé ou pas, mais je pense quand même que c'est un mec qui essaie de faire des efforts. Oui. C'est-à-dire il est proactif, il essaie d'être up-to-date, d'être au parfum de tout ce qui se passe. Ce n'est pas ce qu'on a vécu par le passé de ses prédécesseurs qui étaient, pour la plupart, très bon ministre, très bon. Non, c'est-à-dire ministre, ouais, c'est-à-dire ministre et médecin. C'est-à-dire il est médecin et ministre de la santé. Je vais revenir sur le Paul Ken. Il travaille bien, mais malheureusement, d'après Paul Ken, jusqu'à preuve de contraire, il y a des gens qui vont le pousser à ne pas bien faire son travail. Non, le problème c'est que le ministre Malaouda. Et nous savons pertinemment qu'il y a des gens qui le ministre Malaouda n'a pas à se mettre dans la posture qu'il y aurait des gens qui l'empêchent de bien travailler. Il doit se mettre dans sa tête qu'il doit travailler. Et que le secteur de la médecine est une vitrine pour ce qui concerne la gouvernance au niveau du Cameroun. Même si au sein même du... Ce n'est pas ça le problème, il avance comme un bulldozer. De la santé, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui parce qu'ils sont en train de... Non, il doit avancer... Non, il doit avancer comme un bulldozer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il essaie d'apporter une solution. Ça peut être une solution appréciée ou ça peut être une solution qui n'est pas appréciée. Oui. Mais le fait qu'à chaque fois qu'il y a un scandale au niveau de la santé, le ministre Malaouda réagit. Déjà, ça participe à un changement de comportement. Maintenant, ça laisse libre cours à des débats au niveau des chaumières et de la presse. C'est normal. Mais ce qui est sûr, là où on ne jugera pas Malaouda, c'est le fait qu'il soit réactif. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et maintenant, si on revient, et puis, dans le même ordre d'idée, si ses autres collègues faisaient de même, on ne devrait pas forcément avoir un État où on a comme l'impression que c'est géré par des seigneurs. Parce que c'est aussi ça la réalité. Malaouda aujourd'hui est dans les réseaux sociaux, il est sur le terrain, il veut savoir ce qui se passe dans le secteur de la médecine, dans les 4 coins du triangle national. Et il apporte son point de vue. C'est ce qu'on appelle un très bon administrateur. Et il a la chance d'être administrateur. Il n'est pas médecin de formation. Ça peut gêner. Parce qu'à un moment, on peut dire que ses capacités intellectuelles ne lui permettent pas de parler d'autorité de la médecine. Mais c'est d'abord un manager.
et il essaie de s'approprier du langage médical. On le lui reconnaît, c'est son intelligence. Et il faut saluer le président d'avoir choisi un tel collaborateur. Moi, je ne suis pas du RDPC. Jeune d'ailleurs, je ne compte pas y être. Mais quand quelqu'un est bien fait bien, il y a lieu que c'est de le féliciter, il faut le dire. De lui dire que, mec, tu bosses bien, ça nous plaît, continue dans cette lancée-là. Tu peux te retrouver dans un autre département, reste dans cet esprit. Bon, maintenant, si on revient dans ce que j'expliquais tout à l'heure pour le comportement des médecins, il y a également lieu au ministre d'opter pour la révalorisation des salaires des médecins. Notamment ceux qui sont des médecins spécialistes. Même ça fait 20 ans aujourd'hui que ces médecins, sans oublier ces infirmières. Oh oui, il faut toujours... On a souvent tendance à parler tous des médecins, mais moi je vais revenir peut-être dans... C'est toute la corporation. Revenir sur les aides-soignants qui travaillent, mais qui malheureusement n'ont pas de salaire. Parce que il faudrait aujourd'hui que ces gars... Parce que tu vois, vous vous souvenez par exemple de la lutte du docteur Basson, qui est un ami, qui est le président du syndicat des médecins du Cameroun. Il parlait justement de l'amélioration du plateau technique et d'une assurance maladie pour les médecins. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas si protégés que ça. La preuve en est, le docteur Chouamou est décédé à l'hôpital général de Douala parce qu'il manquait d'un respirateur. Lui qui était en première ligne de la lutte contre le Covid-19, a chopé le Covid-19, mais n'a pas pu être capable d'être pris en charge. Ce sont des contradictions qui sont malheureusement réelles dans cette corporation. Il se souvient la fois, il y a peut-être 3 ans, le docteur Nkana, qui était médecin à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, nouvellement recruté, et qui est décédé à l'hôpital général parce que son assurance, l'assurance de son époux, avait été, je ne sais pas comment on appelle ça, achevée. Donc il fallait qu'on renouvelle une assurance pour qu'elle soit prise en charge. Malheureusement, elle est décédée. Ce sont des contradictions qu'on retrouve dans cette corporation. On vous a compris, Eric Pepabika. Je vais me tourner vers Paul Nken, qui a justement pas mal de choses à dire dans tout ce que vous avez déjà dit. Mais on ne va pas également oublier que jusqu'à preuve de contraire, même si Manaouda Malachi travaille, Bertrand Tatian nous a fait déjà savoir dans ce plateau, ainsi sur plateau, il y aura plusieurs reprises, qu'il y a une mafia qui existe au sein même de la santé au Cameroun et qui, jusqu'à preuve de contraire, Paul Nken, est là pour détruire plutôt les efforts faits par les autres. Oui, il faut dire que la mafia n'est pas seulement au sein de cette institution. Non, pas seulement. C'est partout. Je vous dis, c'est partout. Et si je peux me permettre de dire ici que le président Biya n'a rien fait de bon, je ne serai pas honnête avec moi-même. Oui. Chaque être humain a des points positifs et des points négatifs. Mais seulement, quand on met la balance aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est mal fait pèse un peu plus lourd. Pourquoi mal fait? Parce que peut-être il n'a plus assez d'énergie pour aller contrôler ceux à qui il a confié des responsabilités font sur le terrain. Voilà un jeune ministre qu'il a nommé, qui montre sa volonté de bien faire. Au même moment, il y a d'autres caciques ils ont des vieilles pratiques mafieuses qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues de Manaouda. On sait ce qui se passe. Parce qu'en réalité, quand il a fallu choisir des hôpitaux qui vont se charger de recevoir ces malades, en principe, ce n'est pas de cette manière que ça devrait se passer. On doit créer un centre nouveau. Il y a des hommes simples qui sont levés le matin, ils ont dit, bon, ok, voilà. On choisit des hôpitaux. Mais comme on cherche à coincer le ministre dans un traquenard, oui, on a choisi des hôpitaux régulièrement fréquentés. Conséquence, ces hôpitaux ne reçoivent plus des malades. Je voudrais une fois de plus dire ici que nous avons le devoir, chacun à son niveau, oui, de constater que le pays va mal et qu'il apporte sa contribution. Ceux qui sont professionnels de la médecine, c'est vrai, on vous a amputé de ce que vous méritez comme salaire. Parce qu'en réalité, faire passer 8 ans dans une formation et se retrouver avec ce salaire de catéchiste, c'est injuste et je dois le dénoncer haut et fort. Et je voudrais interpeller celui qui est notre chef, le président de la République, son Excellence Paul Biya, de voir dans quelle mesure il pourrait éventuellement remettre les pendules à l'heure en permettant à ces professionnels d'être mieux rémunérés et surtout de trouver des personnes. À l'époque, me dit-on, le président Aïdjo avait des informateurs secrets qui pouvaient rapporter au chef d'État la réalité parce qu'on constate qu'il y a les vraies informations n'arrivent pas auprès du chef de l'État. Et même si ça n'arrive pas, c'est à lui de trouver d'autres canaux pour être effectivement au courant de ce qui se passe. Parce que son peuple, je vous assure,
Souffre. Son peuple souffre et Périt. les gens ne sont pas contents. Le peuple est vraiment mécontent de ce qui se passe. Et malheureusement, comme c'est lui le responsable numéro 1, son nom est cité régulièrement. Moi, ça me fait mal qu'à cet âge-là, qu'il ne soit pas vraiment déterminé à faire en sorte que son nom entre dans Le panthéon de l'histoire. Oui, parce qu'aujourd'hui, il ne doit avoir peur de personne, ni de la France, ni des Américains. Personne ne devrait faire peur au chef d'État. Ni les Bikaï aussi. Il doit tout faire pour que, quand il ne sera plus là, qu'on se souvienne toujours de lui en bien. Je voulais ajouter juste un petit mot par rapport à la prise en charge des médecins. Rapidement, On a parce que parlé, nous sortons de là pour aller prendre un second parler, sujet. Oui, parler des autres personnes qui sont dans la coopération, les infirmières, les aides-soignants et autres. Non, moi je pense qu'au-delà de la réévaluation de salaire, aujourd'hui l'hôpital souffre parfois dans les grandes agglomérations du fait que les médecins spécialistes ne sont pas dans les formations hospitalières après 13 heures. Oui. Ils sont beaucoup plus dans les cliniques privées. Mais parce que le salaire Parfois n'est même, pas bon. il y Parce a que un le cas- salaire- Voilà, parfois le salaire n'est pas bon. C'est ça. Il faut faire le contour de la On ne question. dit pas qu'il n'y a pas de bons médecins. Voilà. Il y a de très bons médecins Ils sont au très Cameroun. bons, mais le problème c'est qu'il Mais n'y a pas les moyens de les d'argent. contenir sur place. C'est-à-dire les intéresser à l'exercice de leur profession. Dans On le peut, public, on tu peut veux les dire dans donner le des bons de carburant. Parce que parfois, on peut appeler un médecin à 2 heures, il te dit que son véhicule, quand il en a, ou alors sa moto, n'a pas de carburant. On doit les donner peut-être des bons d'achat dans les magasins. Et le gouvernement peut entrer en joint venture avec des grands succursales pour les permettre de faire des achats peut-être à taux de 5%, de 10%. Tout cela, quand c'est bien fait, ça permet en sorte qu'on a nos médecins qui ne pensent qu'à nous soigner. Mais actuellement, qu'on ne vous trompe pas, nos médecins ne pensent qu'à se faire de l'argent. Bertrand Tatinda, on ne va pas également oublier, pour sortir rapidement de ce sujet, que jusqu'à preuve de contraire, la médecine n'est pas pour tout le monde finalement au Cameroun. Parce que lorsqu'on voit par exemple ce genre de scandale de la clinique de Marie-O avec 14 millions, C'est 6 un scandale, millions, ça 1 million, vraiment, c'est- on ne peut pas faire de Finalement, la politique médecine, ce n'est pas là-dessus. pour tout le monde. C'est un véritable scandale. La médecine de qualité coûte cher, ça Oui. il faut le dire aussi aux Camerounais. Et la politique sanitaire au Cameroun a été prise en otage par un certain nombre de mafieux. Oui. Ce ministre vaillant, brave, essaye de faire ce qu'il peut. Aura-t-il les moyens de continuer? Pourra-t-il rester au poste? Nous apprenons déjà que des écrits sont adressés sous son dos au Premier ministre, à la présidente de la République. Vous demandez justement à Ouna Malachi de ces quitter. nominations arrivent, il paraît que des nominations arrivent, les yeux sortent, les gens montrent le doigt, les gens s'énervent et disent qu'on me retire d'ici. J'appelle où je sais, j'ai le numéro de téléphone de tel, il prépare des nominations qui vexent tout le monde. Mais si on changeait tout le monde carrément, Mais pourquoi ne pas choisir justement des personnes qu'on ne connaît Et là, je suis pas? d'accord avec M. King. Souvent, on a comme l'impression qu'il n'y a pas une main de fer pour pouvoir taper sur la table et imposer. Souvent, on a l'impression que chacun fait ce qu'il peut, chacun est un peu roi sur sa petite parcelle, comment je veux dire, de territoire. Le petit responsable de poste de douane, comment je vais dire, à Toukombéré, estime que ici, là, c'est ma république. Toukombéré, Il je sais pas fixe pourquoi le prix, vous aimez cette il ville, fixe vous le tous, hein. prix du mouton Laissez qui vient du Toukombéré tranquille, les Nigeria gars. à la tête comme... Non, c'est compliqué, vraiment. C'est une très J'aime belle- ce une très village, belle vraiment, prononciation, monsieur. Toukombéré. Vraiment. Ne me faites pas de procès d'intention. J'aime beaucoup Toukombéré, j'aime ce village. Il y a Tokombéré, j'aime les deux expressions. Merci monsieur. Un autre vient de nous rejoindre sur ce plateau, c'est Maître Riom Théophile. Bonjour Maître et bienvenue à vous. Bonjour à vous, bonjour aux compagnonnistes, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Alors vous avez trouvé en tout cas en plein sujet, le second sujet d'ailleurs de ce matin. Justement, notre réalisateur va nous faire savoir déjà le second sujet. Il faut le dire d'ailleurs que nous avons un document pour faire savoir que, comme le disait d'ailleurs à l'entame de cette édition Bertrand Tatinda, dès le lundi prochain, eh bien, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics. Marché, sans oublier bien sûr les lieux publics, les télévisions et tout ce qui va avec. Tout le monde aura le droit de porter un masque sans lequel, il faut préciser par ailleurs, il y aura des amendes qui vont de 500 à 2000 francs CFA et parfois une arrestation. Lorsqu'on vous arrêtera, vous serez obligé justement de payer un masque. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve de contraire, on s'est rendu compte qu'on était déjà tous assez négligents, maître. Il faut dire que depuis les mesures d'assouplissement notamment, Oui. beaucoup se sont fait remarquer par un relâchement. J'ai envie de dire compréhensible. Parce que- Compréhensible? Oui, compréhensible. Oui. Compréhensible, pas justifié, mais compréhensible.
parce que les mesures d'assouplissement peuvent éventuellement envoyer au peuple un message contradictoire, bien que par après, le gouvernement et d'autres responsables administratifs ont expliqué que les mesures d'assouplissement ne justifiaient pas le relâchement et que c'était des mesures pour relancer l'économie. Mais on peut imaginer que dans l'imagerie populaire, que les gens se sont dit, puisqu'il y a des mesures de relâchement, ça veut dire qu'on a vaincu le corona. Il faut comprendre la psychologie du peuple qui est lui-même frappé de plein fouet par toutes ces mesures qui ont été prises justement par le gouvernement. Donc, ça ne justifie pas le relâchement, mais ça explique un peu ce la qui mentalité s'est passé. de l'heure. Voilà. Les gens pensaient finalement que le corona, on a vaincu le coronavirus, il faut le dire à nos téléspectateurs, il existe, il est réel, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans cette chanson. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, il ne faut pas se relâcher. Je vais donc lire le communiqué radio du préfet du département du Vouri. Le préfet du département du Vouri a l'honneur d'informer les populations de son unité de commandement que suite au relâchement qui est aujourd'hui observé dans l'observance des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus, notamment de ce que sont en tout cas les mesures barrières et d'hygiène, il sera procédé le lundi 18 mai 2020 à un contrôle systématique du port obligatoire du masque et du respect de la distanciation sociale dans les lieux publics tels que les marchés, les débits de boissons et les autres centres de loisirs. En tout état de cause, les personnes retrouvées en ces lieux en violation des mesures susvisées seront interpellées. Leur libération n'interviendra qu'après qu'elles se soient conformées à celle-ci, selon que ces interpellations se dérouleront dans des débits de boissons. Les éléments des forces de maintien de l'ordre procéderont immédiatement à la fermeture justement de ces débits de boissons. Par ailleurs, le préfet du département du Vouri invite d'une part les transporteurs interurbains, urbains, sans oublier les motos-taximans, à éviter les écarts de comportement dus à des surcharges inutiles et d'exiger avec insistance de leurs passagers le port du masque avant leur embarquement. D'autre part, bien entendu, le non-respect de ces consignes aura pour conséquence immédiate la conduite en fourrière du véhicule ou de la moto sans préjudice des sanctions prévues par les lois et réglementations et règlements en vigueur. Le préfet compte sur le civisme et la bonne compréhension de ses administrés. C'est signé d'ailleurs du préfet du département du Vouri, qui est bien sûr l'administrateur civil. Bertrand Tatinda, vous le disiez encore avant, justement, à l'entente de cette émission. Je crois que c'est une Douala, Yaoundé, Bafoussam sont, comment je vais dire, que des lieux, des sphères géographiques où les cas sont les plus détectés. J'ai l'impression aussi, effectivement, que ces préfets-là prennent leurs responsabilités parce que celui de Yaoundé, c'était il y a 2 jours, celui de Douala-en-Bray. Je ne serais pas surpris que celui de Bafoussam, dans les jours qui viennent, ou aussi a pris pratiquement la même mesure. Il faut que les Camerounais, effectivement, se disent que bien qu'on soit à 60% de taux de guérison, nous avons quand même 10%, 5% de cas où des gens décèdent et perdent leur vie. Donc, c'est quoi aujourd'hui au Cameroun? Un masque, on en trouve à partout, 300 francs, à 500 francs, à 1300 francs. Là, il faudrait faire un débat pour savoir qu'est-ce qui peut expliquer qu'un masque de 6 grammes, effectivement, coûte 1300 francs. Je pense que d'ici lundi, on va en parler. Ne vous inquiétez pas, vous serez d'ailleurs invité sur ce plateau. Paul Kenvo également, vous trouvez qu'on a beaucoup relâché justement dans le port du masque dans les grandes villes, les grandes agglomérations du pays? Oui, je pense que l'être humain, parfois on ne le comprend pas. Si le gouvernement a osé nous recommander de porter le masque, ce n'est pas pour nous embêter. C'est parce que, effectivement, ça constitue une première barrière de protection. Oui. Parce que, jusqu'aujourd'hui, personne ne sait de quel côté l'infection viendra. Dans un taxi, dans une salle comme celle-ci. Donc, au moins, le port du masque, à défaut d'avoir plus de moyens pour se protéger, qu'on commence au moins par appliquer cette mesure gouvernementale. Qui est tellement simple. Qui est simple. Un masque, c'est vrai. Beaucoup de citoyens me diront que vraiment, ils ne peuvent pas trouver 500. Mais ce qui est sûr, il y a des personnes que si vous jetez un billet de 10 000 au sol, vous lui dites de ramasser, il va vous dire qu'il a mal au dos. Il y en a dans notre pays.
ils vont toujours trouver que vraiment le cadeau que vous voulez lui faire là, C'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Donc, vraiment, de grâce, moi, j'exhorte tous les individus, tous les citoyens du monde, pas seulement du Cameroun, à appliquer cette mesure. Je vois un président du Brésil qui est dans le même sillage comportemental que Donald Trump, mais on voit les résultats aux États-Unis. Il s'est amusé. 82 000 morts, il faut le préciser. 7, Et on 13 dit 000 au Brésil. que c'est plus, 13 000 au Brésil. c'est plus des blacks. Mais quelquefois, les blacks ont tendance à s'amuser quand il faut rester discipliné. Éric Pépin Vikaï. Oui, peut-être faut passer maintenant à la sanction. Mais moi, je pense que le port du masque, oui. Et qu'est-ce qu'on fait de la distanciation sociale? Parce qu'en réalité, c'est une maladie de contact. Et dont les Africains étant habitués justement voilà, au contact. Aux embrassades. Parce que jusqu'à présent, on peut tous avoir des masques, mais tant que la distanciation sociale n'est pas résolue, cela peut toujours être un facteur de contamination, de propagation de la maladie. Il ne faut pas oublier que nous sommes déjà dans une phase de près de 5 ou 6 semaines maintenant, dans une phase de contamination communautaire. D'ailleurs, ton invité depuis Los Angeles expliqué ça justement hier. Voilà, oui. on devait d'ailleurs avoir un autre invité ce matin à partir du téléphone, mais bon, le temps nous est imparti. On aura peut-être l'occasion de le voir lundi. C'est ce qu'elle appelait en anglo-saxon la cross-contamination. Donc nous sommes déjà dans une phase de contamination communautaire. Et Bertrand a évoqué tout à l'heure les villes qui sont cibles, c'est-à-dire Yaoundé, Douala et puis Bafoussam. Mais de cette ville-là, il y a une ville qu'on appelle Douala. Elle est une ville frondeuse de nature et très têtue. Elle vit avec ses lois. Oh, oui, elle vit avec ses lois. Et c'est une ville où on peut le plus remarquer le concept cher aux anthropologues de pratique sociale. C'est-à-dire, c'est une ville qui s'invente ses propres lois de régulation. Donc ça va être très compliqué de pouvoir faire appliquer une répression, alors comment je peux expliquer ça? Faire appliquer une sanction lorsque quelqu'un enfreint une loi. Parce que forcément, celui qui va enfreindre la loi, c'est celui qui est dans une indigence et peut-être qui est sorti pour chercher de quoi manger. C'est pas Puisqu'on parle apporter d'enfreindre la loi, bagage, pas trop.